Moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour, depuis des siècles elle intrigue par sa discrétion. Mais que sont donc venus faire Mozart, Washington, Roosevelt, Voltaire ou bien encore Churchill en maçonnerie? En France, il n'y a qu'une seule obédience dite régulière, qu'une seule obédience qui croit au grand architecte de l'univers. C'est la Grande Loge nationale française, à leur rencontre avec son grand maître, Jean-Pierre Servel. Bonjour Jean-Pierre Servel. Comment découper un cercle en 5 parties égales, c'est le secret des bâtisseurs de cathédrales, et c'est aussi peut-être l'un des premiers secrets des maçons. À l'époque, c'était les francs-métiers qui étaient l'ancêtre aujourd'hui des francs-maçons. La franc-maçonnerie est-elle véritablement l'héritière des bâtisseurs de cathédrales? C'est la grande difficulté de distinguer l'histoire au sens propre du terme et les légendes qui entourent la franc-maçonnerie. Alors, certains disent nous sommes les héritiers des bâtisseurs de cathédrales et c'est dans les loges opératives que peu à peu ont été admis des frères non opératifs. Et puis il y a une autre conception qui est peut-être plus proche de la vérité, selon laquelle la maçonnerie serait née dans des sortes de clubs anglais. La maçonnerie spéculative, celle d'aujourd'hui, serait née dans des clubs anglais et aurait reconstruit à la fin du XVIIe siècle et aurait reconstruit ensuite cette belle histoire de l'héritage des bâtisseurs de cathédrales. Oui. Toujours à propos de ces tailleurs de pierre, les cabanes où ils rangeaient les outils s'appelaient aussi les loges. Et on peut dire que ça a été le premier syndicat de l'histoire pour se protéger contre un peu les ordres de l'Église et des seigneurs. Il y a toujours, c'est extraordinaire, à Strasbourg, une loge opérative qui fonctionne sous l'égide d'une fondation et qui entretient la cathédrale de Strasbourg avec des tailleurs de pierre, des menuisiers. C'est assez extraordinaire. J'ai eu la chance de visiter la cathédrale de Strasbourg avec l'architecte de cette loge. Et autre mission originelle, peut-être la mission originelle de la franc-maçonnerie, c'est achever le temple de Salomon, dont les travaux ont commencé par Hiram. Et vous êtes donc frère d'Hiram. Nous sommes les enfants de la veuve, puisqu'Hiram a été, dans la légende maçonnique, toujours a été assassiné. Et votre but, c'est de trouver la Jérusalem céleste? C'est le but ultime, du moins dans certains rites, oui. De reposer donc à l'Orient éternel, c'est ce qui figure sur certains... Non, mais ça, nous irons tous, nous l'espérons, à l'Orient éternel. Quel lien, ça c'est dans la mythologie, avec les Templiers? Quand on parle de rites initiatiques, on s'imagine alors blasphémer, toutes ces choses-là. Les Templiers, ils vous ont protégé à un moment? Peut-être ont-ils protégé la franc-maçonnerie opérative, mais j'ai peur malheureusement qu'il n'y ait aucun lien historique, là encore, entre les Templiers et la franc-maçonnerie spéculative qui se nourrit, là encore, souvent de légendes. Alors la GLNF, que vous présidez, est la seule loge, disons, maçonniquement correcte, qui est donc reconnue par la loge d'Angleterre. La seule... Non ? Le mot correct ne me convient pas parce qu'il donne des autres obédiences françaises notamment un aspect qui ne me convient pas du tout. Nous sommes ce que l'on appelle la franc-maçonnerie régulière et nous représentons la franc-maçonnerie régulière, ce qui veut tout simplement dire que nous sommes attachés à une règle qui a une grande valeur sur le plan international et qui permet à peu près 200 grandes loges de se reconnaître à l'échelle de la planète. Vous êtes la seule loge française où il est nécessaire, pour y entrer, de croire en Dieu, en un Dieu, enfin en Dieu, et donc au grand architecte de l'univers. Oui, le grand architecte de l'univers, pour nous, c'est Dieu. Et lors des tenues, les planches, vos réflexions portent surtout sur la spiritualité, plus que dans les autres obédiences? C'est-à-dire que par définition, et cela fait partie de la règle que j'évoquais il y a un instant, nous n'avons en loge aucune discussion politique ou religieuse. Donc pour nous parlons de symbolisme, d'histoire,
dans le but d'une élévation spirituelle. Et alors, on rebondit un peu sur le côté sciences occultes, mais évidemment, parce que la discrétion de la franc-maçonnerie fait qu'on se pose beaucoup de questions. Quel est votre positionnement sur le mysticisme, sur l'occultisme, sur toutes ces choses, disons ces messes noires, un petit peu ça, la franc-maçonnerie? Non, il n'y a pas de messe noire, je peux vous l'assurer, en franc-maçonnerie. Ensuite, là encore, la franc-maçonnerie, certains rites maçonniques se sont nourris d'occultisme ou de certains courants philosophiques, mais ce n'est pas l'objet de la franc-maçonnerie de faire de l'occultisme à l'état pur. Alors, moi par exemple, je veux devenir franc-maçon demain. Alors, quel profil dois-je avoir? Quel parcours dois-je accomplir? Vous avez la chance d'être avec le grand maître de la Grande Loge nationale française, alors vous m'en parlerez tout à l'heure, on en discutera, mais la première question que je vous poserai, évidemment, c'est croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Puisque c'est notre première règle à la Grande Loge nationale française. Ensuite, j'essaierai de voir si vous êtes un homme de bien, si vous êtes signalé dans votre vie par votre générosité, par un souci de tolérance, par exemple, si vous êtes un homme bien, dont nous espérons faire un homme encore meilleur. Quel est le rapport avec l'Église catholique? Vous n'avez pas toujours été en odeur de sainteté, si on peut dire. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet, et c'est infiniment regrettable. On lit encore aujourd'hui des déclarations affirmant l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique, ce qui me choque au plus haut point. Nous avons chez nous, déjà tout le monde croit en Dieu, et donc de très nombreux frères, bien entendu, sont attachés à la religion catholique et la leur. Et ce débat me semble aujourd'hui totalement dépassé. Et avec les autres loges? D'autres obédiences, je veux dire. Combien y en a-t-il d'ailleurs en France? Oh, plus de 100, je crois. Quand on dit la franc-maçonnerie, il faut d'abord réfléchir à toutes les obédiences. Il y en a dans les provinces. Dirons-nous qui représentent vraiment un courant maçonnique, qui sont sérieuses. Donc vous les rencontrez, puisque vous êtes le président d'une obédience? Oui, je rencontre souvent les grands maîtres des autres obédiences françaises, même si tout nous sépare parfois. Nous recherchons parfois ce qui nous rapproche plutôt que nos différences. Et vous venez vous-même de province. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi l'obédience de la Grande Loge nationale française? On ne choisit pas toujours son obédience, et figurez-vous que c'est mon cas. Moi, je suis entré en maçonnerie parce qu'un jour, un frère m'a parlé mieux que les autres de la franc-maçonnerie. C'était mon parrain, il est décédé aujourd'hui, mais il m'en a parlé avec une simplicité et qui m'a donné envie de connaître. Il se trouve qu'il était à la Grande Loge de France. Je crois que s'il avait été frère du Grand Orient de France, aujourd'hui, je serais peut-être au Grand Orient de France. Ou à la Grande Loge de France. Vous êtes entré en province, près de Toulon, oui. Et vous êtes ensuite arrivé ici en combien de... Il n'y a pas de carrière dans la franc-maçonnerie. Il y a des échelons que l'on franchit petit à petit et qui ne prédestinent pas forcément à la grande maîtrise. J'ai été grand maître provincial dans ma province du Sud, la province de Provence. Puis j'ai été grand orateur de la Grande Loge nationale française, et puis enfin j'ai été élu grand maître. Et on peut garder sa profession quand on occupe de telles fonctions? Ça me paraît difficile. Moi-même j'étais avocat et maître de conférence, et j'ai arrêté ces deux activités le jour de mon élection. Et quelle profession rencontre-t-on le plus souvent dans cette obédience-ci? On pense aux avocats. Il y en a beaucoup d'avocats, il y en a même certainement trop, mais c'est dû au fait que les avocats sont une des rares professions où nous nous côtoyons tous les jours. Et comme la maçonnerie fonctionne sur un système de parrainage, nous avons tout loisir pour juger nos confrères, apprécier leur qualité. Au bout de quelques années, nous connaissons parfaitement nos confrères. C'est peut-être pour ça que
il y a autant d'avocats. Dieu merci, ils n'occupent pas toutes les colonnes, mais il y en a pas mal, oui. Comme dans toute organisation, les partis politiques, les universités, il y a parfois des affaires qui ternissent l'image. Quelles sont les mesures que vous avez prises, vous, en tant que président, pour lutter contre, disons, ce qu'on peut appeler les combines et toutes ces choses? Nous avons une règle d'or, qui résulte d'ailleurs de notre règlement général. Lorsqu'un de nos frères est impliqué dans une affaire pénale, qui met en cause l'honneur et la probité, pas forcément un excès de vitesse ou une construction sans permis de construire, mais une affaire pénale d'escroquerie ou voire une affaire plus grave, nous suspendons immédiatement les frères par une mesure conservatoire qui conduit une procédure disciplinaire, voire à l'exclusion de ce frère. Et vous avez aussi, bon, des choses qui ternissent et des choses qui améliorent, par exemple la fondation de la GLNF. Alors, il y a 80 projets en 10 ans sur 4 continents. Oui, nous essayons également de faire le bien autour de nous. C'est un des engagements des francs-maçons, la bienfaisance, non seulement vis-à-vis de nos frères, mais nous essayons de nous tourner vers les malheurs du monde aussi, pas forcément de nos frères, et nous essayons de les soulager. Nous avons une fondation qui est reconnue d'utilité publique et qui nous permet de faire ponctuellement, d'aider un peu ceux qui sont dans la souffrance. Oui. Et aujourd'hui, en juin 2015, quelle est la cause qui vous semble la plus pressante? Qu'est-ce qui retient toute votre énergie, toute votre attention aujourd'hui? Bon, il y a tellement de malheurs dans le monde qu'il est difficile de se polariser sur un sujet particulier. Moi, j'ai une idée qui me hante et que je vais d'ailleurs mettre en partie en pratique. On nous appelle les fils de la lumière et j'aimerais que notre fondation, pour une partie de sa bienfaisance, se consacre aux enfants aveugles. Parce que nous sommes les fils de la lumière. Merci beaucoup Jean-Pierre Servel. Merci.